l'été en hiver, et ça c'est nouveau. Attachez vos lunettes, préparez la nisette et galinette. Voici lunettes, noir pour nuit blanche, l'ardichaut du samedi soir. Bonsoir. Claudia Phillips, question con, mono ou stéréo? Johnny Thunder, légende du rock servie sur un plateau, merci Lulu. Deuxième légende du rock de la soirée, encore un plateau Lulu, Lou sans une ride. Vous avez vu son clip il y a 3 semaines en exclu, ce soir elle est là, Tony Childs, live. Matt Neff, l'ange Gabriel, 3 bouquins sous son aile, bonsoir les donzelles. Exclu Lulu, sono mondial, Cap Calloway repris par la Jamaïque, reggae philharmonique, orchestra. Le petit brin du Grand Bleu, Eric sera-t-il le plus fort au blind test? Et voici Franco Battiato, le famoso violonisto italiano che bravo. Être secrétaire général des programmes d'Antenne 2, c'est up ou c'est down? Louis Berriot. Exclu Lulu, voici Yaz, 3e titre, 3e tube pour toutes les boîtes de Yaz. François le garçon boucher va-t-il dépecer Riton et Rudy Rock, premier choix? 100% pur sang spécial zombie, c'est très armé. Interview pinceau Miguel Barcelo pour un tableau $50 000, tout un art. Night clubbing, Paris est une fête, Bergère fête le tête. Plus Gordigiani Ferrucci, le duel des DJ. Helmut, comment va le King Burger? Sait-il encore faire cheese? Maxico coup ketchup, auto-interview. Voici lunettes, noir pour nuit blanche, l'émission qui ne saurait ressembler à aucune autre. Comment tu te trouves cet moment? En ce moment, bon, delusione, vecchio. Qu'est-ce que tu te dis le matin quand tu regardes dans le miroir? Je ne me regarde pas. Tu ne bois pas trop? Ça dépend. Si c'est soif, je bois. Si c'est pas soif, je ne bois pas. Moi, je ne me suis jamais fait ces questions. La drogue, c'est fini? Oh non. La drogue, c'est fini, mais... Tu as compris? De temps en temps, il y a 2 jours de tentation de tomber. Mais comment tu as rencontré Visconti? Rencontré, bon... Non, c'est une longue histoire. Je ne veux pas raconter. En tous les cas, parce que j'ai écrit un livre, alors je ne veux pas brûler ma vie à travers la télévision, mais les premières rencontres avec le cinéma, c'était avec Anna Karina et Marcello Mastroianni, L'étranger, de Camus, qui naturellement en France on a détruit. Je veux dire rien. On a détruit les damnés, on a détruit la critique, c'est la critique journalistique. Visconti en a compris beaucoup, des années après. Tu aurais fait quoi si tu ne l'avais pas rencontré, Luchino Visconti? Rien changé. Non, rien, mais vraiment. Rien. Peut-être je suis plus riche et moins angoissé. Est-ce que tu n'es pas payé trop cher pour tout ça? Moi, je ne peux pas répondre à ces questions. Si tu as vécu 1930, plus tard aussi, tu crois que tu es nazi ou non? Jamais. Quelle horreur. Depuis la mort de M. Luchino Visconti, tu dis je porte de ma vie. C'est vrai ou non? Toujours.
dur. C'est dur de vivre. C'est pas le passé qui est dur, c'est dur de vivre aujourd'hui, de regarder à droite, à gauche. C'est plus... Donc, je veux dire, je ne vais pas parler. Touche pas. Hein. Et tu crois que tu retrouverais quelqu'un comme lui un autre jour? Je cherche pas. En plus, je crois que ça n'existe plus. Pour moi. Laisse tomber. Et pourquoi on va essayer de te suicider? Pourquoi pas? C'est à la mode. Après Brigitte Bardot, c'est à la mode. Tu es descendu trop vite en là. Mais regarde-moi. Pas difficile. Non, c'était pas difficile parce que je trouve ou la drogue, ou l'alcool, ou quelque chose de ça. Tu aurais préféré vraiment mourir avec lui? On a un autre. Pas les mêmes années. Tu voudrais mourir comment? Facile. Beau. Et si c'était à refaire? Tu sais, moi je suis très content avec ma vie. Moi je crois que je suis plus heureux que le jeune aujourd'hui. Parce que moi, j'ai 46 ans, j'ai vécu pas mal. Mais avec 16 ans, aujourd'hui, c'est très dur. Il n'y a plus de qualité, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de respect. Tout le monde est très superficial, c'est ça? À l'époque, ça n'existait pas. On était plus romantique. Un regard, c'était un regard. Comme Edith Piaf. Voilà. C'est comment la jeunesse ne connaît plus de valeurs. Tout est hard rock, tout est exagéré, je trouve. Tu as des projets? Des projets, non. Je n'ai jamais des projets. Jamais. Demain, c'est demain. Hier, c'est hier. Qu'est-ce qui arrive? C'est des projets, alors je ne suis pas avec vous. En tous les cas, un projet. Moi, je ne suis pas un industriel, je suis un artiste. Des New York Dolls aux Heartbreakers, le garçon que vous avez sous les yeux est à lui tout seul un morceau d'anthologie du rock'n'roll, mesdames, messieurs. Johnny Thunder, alias Jean Tonnerre, ou quand la foudre met le feu à la poudre.
to Cry, c'était Johnny Thunder. Merci qui? Merci Titi. Voici Claudia Phillips, spécialiste de Montaigne et la Boétie. Instructive cette émission. Claudia Phillips, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, tu nous as fait passer un été de folie. De folie? Bah oui, avec ton clip. C'est pas de nuit de folie, hein, ma chanson. Non. C'était quoi ta chanson? Quelle souci la Boétie? Quelle souci la Boétie, t'en as vendu combien? 200 000 à peu près. 200 000 exemplaires? Ouais. T'es riche alors? Ben non. Pas encore. Quel souci, Montaigne et la Boétie. Quel souci, on dit Quel souci, qu'est-ce qu'on s'instruit, qu'est-ce qu'on lit. Quel souci, on répète ces mots choisis. Est-ce que tu as lu Montaigne et la Boétie? Non, j'ai pas lu. Tu sais ce qu'ils faisaient quand même, Montaigne et la Boétie? Oui, Tu sais quoi? Je sais ce qu'ils faisaient. Enfin, je sais qu'ils étaient tous les deux les épicuriens, qu'ils adoraient le plaisir dans la vie, n'est-ce pas? Voilà, et que Montaigne se faisait réveiller avec des pétales de rose sur le visage la nuit pour avoir le plaisir de se rendormir. Je trouvais ça C'est très tout. beau. C'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, tu es né où? En Californie. Ouais. Et t'es venu comment à Paris? En avion. Elle est bonne celle-là. C'est comme John Lennon qui disait comment t'as trouvé l'Amérique, il disait toujours en passant par-dessus le Groenland. Ça, Ouais. exactement. Alors Je suis venue pour voir mon papa, Ouais. qui habite en France depuis plusieurs années, et puis je suis jamais repartie. Ah bon, ça t'a plu ici? Eh oui. C'est les Français qui te plaisent? C'est de la France, Ouais. qui veut dire aussi les Français. Et Il les s'appelle Françaises. comment ton papa? Bar Phillips. Bar. Bar, comme Raymond. C'est-à-dire son prénom c'est Bar. Prénom, c'est Bar. C'est pas trop dur à porter comme prénom? Non, ça va, pour l'américain, Il ça se va. fait appeler Philippe ou Bar? Bar. Alors t'as un nouveau 45 tours qui sort, Ouais. qui s'appelle Souvenez-vous de nous. Oui, Voilà. tu te souviens? Rien de Babilis, la laine mentholée. Vous pouvez danser bien collé. Si le rimel glisse et vos doigts sont gelés, vous êtes à poil, plus très très loin de craquer. Mais souvenez-vous de nous. Assis à nous, fais les doudous. Ah, souvenez-vous de nous. Quand vos genoux deviennent mous. Encore. Oui, oui. Et un peu de champagne, ça vous aide à parler. Oui, mais les bulles vont remonter. Parlez de vos Santiago, juste pour meubler. Le crocodile, c'est pas si facile pour danser, mais souvenez-vous de nous. Assis à Loulou, fais les doudous. Ah, souvenez-vous de nous. Quand vos genoux deviennent mous. Hey, grab a girl and bring her around square. Come to the hoedown. Well, swing your partner round and round. Automatically with your left hand. No, no, see, no, do it right, or else you won't get none tonight. C'est le même producteur que le premier? Absolument, Michel Elie. C'est celui qui est le producteur d'Axel Bauer. Absolument. Tu vois, je te pose toutes les questions qu'il faut. Et tu connais tout, hein, tu comme connais tout comme à la déjà. télévision. Alors maintenant, je trouve que c'est des questions assez cons qu'on pose en général aux artistes quand ils viennent à la télé. Alors maintenant, je vais te poser des questions encore plus cons si c'est possible. Oui, oui, oui. J'ai entendu parler de tes questions cons. Bon, alors, le dîner qui te ferait le plus chier. Imagine que tu viens de dîner comme ça un soir au privilège. Est-ce que tu préférerais dîner avec un sourd muet ou un aveugle bègue? C'est con, hein? Je t'avais dit. Ça, c'est con, hein? Un sourd muet ou un aveugle bègue? Un aveugle bègue, quand même. Pourquoi? Parce que je connais pas le langage pour les sourds-muets. Un aveugle bec, tu pourrais te casser pendant qu'il te voit pas. Exactement. Il penserait Exactement. que Je t'es pourrais me toujours là. faire remplacer par quelqu'un et puis il reconnaîtrait pas la différence. Alors le mot français, parce que tu parles très bien le français, le gros mot français que tu préfères, tu y es? Oui. Est-ce que c'est con, merde ou enculé? Merde. Ah bon? Definitely merde.
Parce que merde, quand je suis arrivée en France, je comprenais pas pourquoi tout le monde disait, Merde, même toute dans la les journée. magasins, shit, Ouais. shit. On peut pas dire ça aux États-Unis, Ouais. c'est interdit. Surtout pas à la télévision. Ouais. Toi, tu le dis, toi. C'est celui que tu as adopté comme mot français. Absolument, oui. Alors imagine maintenant que tu rentres chez toi un soir, tu vois ton Jules au lit. Aïe. Aïe. Avec Vanessa Paradis. Pourquoi c'est pas possible? Ah si, c'est tout à fait C'est possible. tout à fait possible. Ah oui, elle est mignonne et puis en plus elle grandit en ce moment. Alors qu'est-ce que tu fais? Oui, il faut se méfier, il faut commencer à se méfier. les oui, filles. oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les rejoins dans le lit, tu la tues ou tu te casses? Je me casse. Ah bon? Oh oui, je leur laisse faire leur histoire. Après, c'est lui que je tue, mais elle, Elle t'y touche pas. elle est trop jeune, c'est pas de sa faute, elle est mignonne. Alors imagine que tu sois obligé de faire l'amour. Tu es obligé, t'as un fusil sur la tempe. Tu préfères faire l'amour avec un mec laid ou une fille très jolie? Là, c'est difficile. Hein. Comme j'ai jamais fait l'amour avec une fille, je peux pas imaginer. jamais ce fait que ça l'amour peut avec une être. fille? Eh non. T'as jamais eu envie de... L'expérience qui Enfin, en me manque. Californie, quand même, c'est pas quelque chose... Bah, c'est un les pays Américains- où les gens ont l'esprit... Bah, oui, la Californie, oui, l'Amérique pas trop, mais les Mais la Californies, Californie, oui, oui. effectivement, mais ça, j'ai jamais T'as jamais eu eu l'occasion. l'occasion, hein. C'est comme l'héroïne, j'ai jamais eu l'occasion. Ça, il donc, vaut mieux. Oui, je ne toucherai pas de toute façon. Mais des filles, je ne sais pas. Alors, une Mais fille très jolie ou un mec très laid? Bah, je dois dire un mec très laid quand même, parce que c'est ce que je connais comme les mecs. Ah bon, ça te dégoûte à ce point-là? Je m'en fous s'ils sont... Non, ça ne me dégoûte pas du tout. Ah non, mais je sais pas, mais... Mais si je suis obligée, je vais faire avec ce que je connais. Parce que si j'aime pas l'autre, bon, au moins avec un mec laid, je peux fermer les yeux. Tu connais Renaud et Goldman? Oui. Tu les connais? Tu vois qui c'est? Oui, je avec vois les qui jeux c'est. jusque-là et tout? Oui. Imagine que tu doives partir dans un vaisseau spatial pendant 4 ans, en apesanteur. Apaisanteur. Tu flottes avec eux comme ça, pendant 4 ans. Lequel tu choisis? Oh, ça doit être Goldman quand même. Goldman? Oui. Pourquoi? Renaud, je ne supporte pas sa voix. Dernière question, tu allumes la radio, on te dit que la bombe atomique va tomber dans 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? J'ai des choix là où il faut que T'as pas de j'invente choix, tu fais moi-même. tout ce que tu veux, tout ce que tu veux pendant les 5 dernières minutes qui te restent à vivre. Mais ça veut dire que tous les autres vont mourir aussi. Tout le monde va mourir. On te dit dans 5 minutes la bombe Tout le tombe monde, sur Paris. c'est fini. C'est fini. C'est fini pour tout le Fini pour monde. tout le monde pour toujours. À quoi tu Qu'est-ce emploies que je tes 5 ferais dernières minutes? Mais je pense que je prendrais mon mec, je le mettrais dans le lit et puis je m'éclaterais pendant 5 minutes au moins. Ah bon, tu ferais pas une prière, tu ferais l'amour. Mais quand même, c'est la plus grande prière, l'amour. Cochonne la petite, hein? Exclu Lulu, les années 20 à la sauce 80, reggae philharmonique, orchestra. Reprend l'ultra tube, Minnie the Moocher. Comme disait Cap Calloway, le Cotton Club, il y avait du vrai. I'm gonna tell you about Minnie the Moocher. She was a real good hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but she had a heart as big as a whale. Heidi, 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 Heidi. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Edie, Edie, Edie. Heidi, 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 Heidi. She had a thing with the local Smokey. She loved him although he was cocky. He took her down to Chinatown and showed her how to kick the dog around. Heidi, 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 Heidi. Oh, oh. Edie, Edie, Edie. Heidi, 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 ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her everything she wanted. Gave her a house made of gold and steel, a diamond car with platinum wheels. Heidi, 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 Heidi. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Edie, Edie, Edie. Heidi, 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 ho. Gave her his townhouse and his racing forces. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes and sat around and counted them up all of the time. Heidi, 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 Heidi. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Edie, Edie, Edie. Heidi, 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 ho. Heidi, 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 ho. Heidi,
Philharmonic Orchestra et leur version sono-mondiale de Minnie the Moocher. Autre spécialiste en mini, Matzneff Gabriel, anti-portrait chinois après les lunettes noires de la semaine. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir. Voici les lunettes de la semaine. Photo François Dimand. Antoine Decaune, on attend rapido sur Canal. Plus de cône, moins de béton. On ne sait pas qui c'est, mais elle a l'air coulette, la poulette. Jean-Pierre, beau comme un astre, qu'elles font les filles devant Calfon. On s'y trompe pas avec le trompas de Bobino, c'est Marie-France, ambiance. Un lundi sur deux, Corti joue les élégants, Paris Latino, tout passe, tout lasse, sauf le palace, ok? Alors Gabriel Matzneff, ressortent de toi 3 livres en même temps. Cette camisole de flamme, journal chez Folio, Comme le feu mêlé d'aromates à la table ronde, et Les moins de 16 ans chez Julliard. Et non, d'un coup, 3, clac. Ah, mais voilà, mais ça, ce sont des vieux enfants. Les éditeurs passent leur temps à dire qu'un livre, au bout d'un mois, est foutu et qu'il faut... En fait, c'est vrai, des mauvais livres. C'est-à-dire la plupart des livres qui existent. Mais quelqu'un qui écrit des beaux livres et des bons livres, eh bien, c'est comme le bon vin, ils sont encore meilleurs 10 ans après ou 15 ans après. Maintenant, tout le monde peut les lire parce que c'est quand même beaucoup moins cher que quand c'est sorti, j'imagine, non? Oui, non, parce que cher. c'est pour moi cher. Surtout le folio, n'est-ce pas? Il est certain que ça, c'est à la portée de toutes les bourses. Alors, je me suis intéressé à ta notice dans le dictionnaire de Jérôme Garcin, le dictionnaire des écrivains par eux-mêmes. Et j'ai découvert dans Globe un pamphlet, un petit billet, disons, que tu as fait, où tu disais, mais au début, on devait être 100. Puis à la fin, on se retrouve 250. Qui sont les 150 autres? Alors, qui sont les 150 autres dans ce dictionnaire de Jérôme Garcin? C'est-à-dire que Jérôme est parti en disant « vous serez 100 ouais. ». Et puis je pense que François Bourrin est un jeune éditeur. Il a eu des coups de téléphone de gens qui sont dans les maisons d'édition, des gens qui sont les prix, parce que la plupart des écrivains ont des situations littéraires. Les gens qui font comme moi, qu'écrire, ils ne sont rien à part leur plume et leur art d'écrire, il n'y en a pas beaucoup. La plupart de ces gens sont placés. Alors je pense qu'il y a un tas de membres des jurys littéraires qui ont dit « et nous », etc. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvés comme dans le CID, nous partîmes de 500, mais en arrivant au port. Et là, 250. Ils sont 250, dont 150 ringards. Voilà. Et même en fait, on aurait dû être 10, n'est-ce pas? C'est un vrai dictionnaire. Que ce soit vraiment sérieux. Toi, ce que tu fais, tu dis que tu es entré en littérature, ce que tout le monde sait d'ailleurs, par un essai qui traitait du suicide, et que tu finiras suicidé à Manille. C'est-à-dire que tu as déjà bouclé la boucle, quoi. Oui, j'annonce mon suicide, mais contrairement à certains de nos amis, je ne donne pas la date. Oui, comme tu pars en Manille dans quelques jours, faut se méfier. C'est peut-être la dernière interview que tu donnes. C'est possible, c'est possible. Surtout que je pars avec un British Airways, comme tous les avions explosent. Les deux réacteurs en feu, c'est sûr. Ouais, là, je te le dis tout de suite. Bon. Il y a autre chose que tu dis dans cette notice nécrologique, que tout le monde sait, c'est que tu as toujours préféré les filles aux mères. Ça fait partie. D'abord, tu as fait un bouquin qui s'appelle Les moins de 16 ans, donc tout le monde le sait. C'est tout un programme. Tout un programme. Et que tu aimes bien les fils aussi. À l'occasion, surtout quand j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus sensible au charme des petits garçons, mais je dois dire que plus j'ai vieilli et plus les jeunes filles ont pris le pas. Ça y est, c'est fini les petits garçons. Bah, tu disais de toute façon, c'est pas en tout bien tout à l'heure, mais enfin tu disais que ce que tu aimais chez les petits garçons, c'était leur féminité, et que finalement les adolescents constituent le réel troisième sexe, c'est ça que tu disais. L'adolescence, c'est le troisième sexe, beaucoup plus que les curés, n'est-ce pas? Tu dis toujours que t'es pédophile mais pas homosexuel, et que c'est pas la même chose, parce qu'être pédophile c'est aimer les petits-enfants, être homosexuel c'est aimer les gens de son âge, et quelqu'un de ton âge ça te dégoûterait. Les grandes passions, c'est... je sais pas, par exemple, que ce soit Francesca ou Vanessa, qui m'ont inspiré le personnage de roman avec 14 ans et 15 ans. C'est quand même pas grand-chose de voir des enfants. Imagine les maternelles. C'est quand même des jeunes filles, par exemple, qui ont tout à fait l'âge d'aimer, d'avoir des amants. D'ailleurs, au XVIIe siècle, elles auraient déjà été mariées. Alors, tu dis satire, mais pas sadique. Parce qu'imagine les gens qui nous regardent ce soir, là, ils vont dire, mais ce Matzneff, c'est infernal. Je veux dire, tu as vraiment choisi d'être en marge. C'est toi, n'est-ce pas? Oui, non. Non, mais quelqu'un qui ose venir à la télévision à notre époque pour dire, moi, j'aime bien faire l'amour avec des petites filles ou avec des petits garçons dans le temps, c'est toujours très choquant, c'est toujours très scandaleux, même au jour d'aujourd'hui, tu le sais très bien. C'est peut-être de plus en plus choquant, non? Ah oui, c'est certainement de plus en plus choquant parce que nous avançons vers la vertu. C'est la fin du XXe siècle sera extrêmement banlieusarde, vertueuse et constipée, n'est-ce pas? Tu as dit, je préfère. Ce qui me fait peur, c'est pas l'âge, c'est l'avachissement. Une très belle phrase, très juste en plus.
Mais je pense, et ça dans le zen, je fais un peu zazen à un moment, dans le zen on t'apprend à la position de la colonne vertébrale. Et je crois que, allez-y, sur nos petits tabourets, tenons-nous droit. Ouais. Eh bien je crois que c'est moralement très important. Je crois que c'est une question d'attitude dans la vie. Il faut, et qu'on ait de l'argent quand on n'en est pas, qu'on habite question de rigueur. Une question de rigueur, de même qu'il faut être frais, il faut toujours avoir l'air de sortir de sa douche dans l'existence. Et je n'aime pas la crasse morale et la crasse, l'avachissement. Ton style est très rigoureux, c'est ce qui fait sa force. C'est pour ça qu'on peut relire tous ces bouquins, dont l'un d'entre eux est sorti en 69, l'autre en 74, et c'est très rigoureux dans le style, c'est très, très dépouillé comme ça, et c'est pour ça que ça survit à mon avis. Au bord de l'abîme, je crois qu'on peut se rapprocher, disons, au point-virgule, n'est-ce pas? On peut se raccrocher. La langue française est un tel garde-fou contre le désespoir, contre la mort, contre la folie, contre tous les excès auxquels on peut s'abandonner les uns et les autres, de tous ordres. Et quand on a la chance d'avoir cet instrument de travail qu'est la langue française, eh bien il faut en être fier, il faut en profiter, enfin il faut en jouir pleinement, n'est-ce pas? On va faire un petit jeu. Tu connais le portrait chinois? Oui, j'ai joué à ça quand j'avais moins de 16 ans. Si t'étais une injure? Je serais une injure. Allez vous faire foutre. C'est la même que Solers. Exactement pareil. Si t'étais un microbe? C'est pas l'arrivisme. Ouais. Si t'étais un poison? Le cyanure. Pour un suicidaire comme moi, ça s'impose. Un collabo? Rebatté. Rebatté. Car j'admire beaucoup les deux étendards qui sont l'un des plus grands romans français du XXe siècle. Un dictateur? Ah, Néron. Néron. Pourtant, tu connais bien les Philippines, tu as même passé du temps. Tu es arrivé à te faufiler dans les tribunes de Madame Marcos. Mais Marcos n'a pas été un dictateur. Ah bon? Non, Marcos était un très bon démocrate. Marcos est un grand calomnier, n'est-ce pas? Ah bon? Moi, je regrette Marcos. C'était un homme extrêmement bien. Madame Aquino aussi, qu'il fallait quelqu'un de charmant. Mais Marcos avait un peu plus de branches, n'est-ce pas? Marcos était un... Il n'est pas si mauvais qu'on a bien voulu le dire, quoi. Non, parce que les gens qui en parlent en disent du mal. Marcos, c'est un faux dictateur. Non, moi je reste un Néron. Qui était lui. C'était un vrai dictateur. Un vrai dictateur. C'était un vice. Je dirais, le vrai vice pour moi, ça serait l'abstinence. Ou alors on pourrait dire l'ivrognerie, parce que j'adore le bon vin. Formidable! Un mois avant la cigale, Tony Childs, live dans Lunettes. Stop your fascine, qu'elle dit, Tony. You look so sad when the sky is perfect blue and you're getting everything you ever wanted to. Let's not talk about the bad times we've been through there before, and it's not right. For making love anymore.
Merci Foucault, Gilbert, pas Jean-Pierre Bande de Nazes. Championne du monde de rock Castafiore, c'était Tony Childs. Et maintenant, sans une ride, voici Lou Reed. I don't like to get involved in pastime. Vicious. You hit me with a flower. I'm glad you asked me. I've got to take it off my back. I never thought of myself that way. Vicious. They would get the most out of it if they listened to it in order. And then they could do what they want. Of course, I'm not there to make them listen that way. I just thought they would enjoy it more if they listened all the way through because the songs are in a very specific order. I really like two guitars, bass, and drums a lot. When I have a good guitar player with me, and I can find one who interacts so that you have one big guitar, that's my favorite sound. So that's why I like two guitars and bass and drum as my favorite setup. You think they're vicious? Well, these songs are very much the product of 8 years with Ronald Reagan. And the legacy, they say he left us. I'm very unhappy with the legacy. And my record is about some of the legacy that he is leaving us, and that I'm sure George Bush will continue to give us. Think that I'm the E-blade. Well, why don't you go swallow razor blade? Well, that's in the context of the song. It's the Statue of Liberty has always stood. It was a gift from France, a symbol of liberty and a symbol for immigrants. The parents of my parents were immigrants. Everyone who lives in America is an immigrant except for the American Indian. So I think the promise that the Statue of Liberty stands for, give me you're hungry, you're tired, you're poor, is being betrayed by the government now. I've been interested in certain kinds of ecological kinds of things because I have a little farm outside New York where my wife and I ran into some difficulties over things that you would think in 1989 wouldn't be a problem, but they turned out to be a problem. And then with The Last Great American Whale, I wanted to, America's such a young country, I wanted to write I thought it was such a shame all the myths seem to have been taken up. Like, I would have liked to have been the first one to figure out to write Oedipus, but it was already taken. So I wanted to write an American Indian myth and turn it into a little myth about the land. Well, I don't want to get into a discussion about the Palestinian homeland. What I was interested in was certain officials, both public and in a non-official capacity, saying one thing and then sometimes doing another that I find offensive, personally. And so I think that rock and roll can comment about these things, and then we can always debate them. When I see you coming, I just gotta run. I certainly hope so. Since I first started making records, I wanted to make records that would appeal to an adult, so that when you listen to the record, you don't have to turn off the intelligent part of your mind, because there's lots of other music that you can enjoy yourself to in many ways, and I like that music too. But for my own particular records, I want to do something that engages you, not only physically, but emotionally and intellectually. When I was in the university, I was studying
with Delmore Schwartz and Philip Booth, who's a poet. And I was also in a creative writing course. And then I was also at the same time playing in bars to earn money. And what I did is I combined the two because I liked the guitar a lot. And I just thought it would be great to combine the writing with the electric guitar. Mon meilleur album, déclare le méchant loup en parlant de New York. Extrait de New York, exclu Lulu, exclu Loulou, Dirty Boulevard. En attendant Elvis Costello la semaine prochaine. Merci qui? Merci Thierry. Pedro lives out at the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to bed. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run. The coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me you're hungry, you're tired, you're poor, I'll put on them. That's what the statue of bigotry says. You're poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3 says, I hope I can disappear and fly away from this dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly away. I want to fly away. Fly away. Après Loulou, star de lunettes, au suivant, c'est au tour du petit brun du grand bleu. Blind test, Eric Serra. Eric Serra, bonsoir, c'est le triomphe quoi, non? Bonsoir. Hein? Ouais, ça va. Il y a 7 millions de gens qui sont allés voir le Grand Bleu, et il y en a 10% qui ont acheté la musique du film que tu as écrite. En général, une bande originale de film, c'est 50 000 albums, et toi, tu en es à 700 000 quoi. Ouais, ça dépend. Des bandes j'ai fait 2-3 musiques de films qui ont vendu à 1000 albums. Ouais. Et puis celle-là, ouais, c'est 700 000. Ils sont contents chez Virgin. Alors, ils t'ont donné le premier compact or en France, c'est ça? Ouais. Oui, c'est la première fois qu'un compact dépassait les 100 000 exemplaires. No more sun, no more wind, only a strange feeling, leaving without moving. Alors en Amérique, ils n'ont pas pris ta musique par contre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ils ont jugé que le film était trop français pour eux, enfin pour l'américain moyen, et que donc il fallait changer quelque chose. Et la seule chose qui était techniquement changeable, c'était la musique, puisqu'on peut pas au dernier moment changer un acteur ou le metteur en scène. Donc ils ont changé la musique, quoi. Voilà. Pour écrire la musique, tu étais obligé d'aller sur le tournage, de travailler avec eux. Ouais, j'ai été. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, Luc Besson, Jean Reno et moi, on est parti sur un bateau pendant 2 mois pour faire de la plongée. Avant même que. Fait de la plongée avant ? Non, j'en avais fait très peu, un peu comme tout le monde. Et on est parti pendant 2 mois, avant même que le scénario soit écrit. Et on a plongé pendant 2 mois pour vraiment tous partir de la même chose. Et après, j'ai. Tu tiens combien de temps en apnée maintenant ? 2 minutes 30. 2h30 Ouais. Alors ton père était musicien quand même, c'est pas par hasard tout ça, non ? Tu as commencé à jouer de la guitare quand t'avais 5 ans. Oui. Et t'as eu ta première gratte à 11 ans. Exact. Première guitare électrique à 11 ans. Ouais. Et j'ai jamais voulu apprendre vraiment la musique. Mon père essayait de me pousser à apprendre la musique, et à chaque fois je lui disais non. Et il a eu l'intelligence de pas me forcer, c'est-à-dire il a jamais insisté. Ouais. Ce qui fait que la musique, ça m'a toujours paru quelque chose de vraiment agréable à 100%. J'ai jamais eu on m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Ça a toujours été vraiment la chose idéale. T'as entendu parler du blind test de lunettes noires ? Oui. Comme t'es un as de la guitare, on t'a appris que des guitares héros. The first one. T'as reconnu là ? Ouais. C'est qui ? C'est Jimi Hendrix. Mais Hendrix, c'est quand même le mec qui a vraiment révolutionné la guitare. Donc tout le monde connaît ce morceau. Tout le monde connaît ce morceau. Suivant. Fais-moi le mal. C'est le piège du blind test, hein, on en avait parlé tout à l'heure. C'est une reprise de Stevie Wonder. Ouais, c'est Superstition de Stevie Wonder. Ouais. Mais qui joue, je ne sais Quel est le monstre sacré qui joue? Bon, je vais te donner une piste. Tu veux que je te donne une piste? Ah ouais, je veux bien, ouais. Spencer Davis Group. Je connais pas bien ça. Ah bon? Ah, je vais me faire huer. Bon, on l'a eu. Jeff Beck. Jeff Beck. Oh, ah ouais. Ça, c'est un guitariste. Là, je suis impardonnable. D'accord, là. Je propose qu'on me hue encore. Ah ouais, Jeff Beck. C'était une de mes idoles, Jeff Beck, en plus. Mais je connaissais pas ça. Tes potes, ils vont t'allumer quand ils vont t'enregistrer, là. Ça, c'est George Benson. Ouais. On Broadway. Normalement, ça devrait te rappeler des souvenirs. Je sais pas. Aucune idée. Hein? Aucune idée. C'est un groupe français, ça. Mais on n'entend rien, mais plus fort. C'est Magma. C'est Magma. Christian Vander. Christian Vander. Magma. T'as joué avec eux, non? Tu les as fréquentés à un moment, disons. Ouais, enfin j'ai fait une fois une séance et puis sinon on s'est fréquenté un peu. Magma, pour moi, ça aurait dû être un des plus grands groupes du monde. C'est Christian Vander, c'est un génie total. Si tu trouves pas ça, c'est grave. Ça doit être Clapton. Voilà, ouais. La première mesure, il faut que la reconnaître. Santana. Et ça, j'étais pas né, j'étais fou.
très grave pour toi. C'est Chuck Berry. Ouais, Chuck Berry. Les lunettes, À égalité avec... j'ai gagné les lunettes. El most famoso en solo Franco Battiato, Nomadi, extrait de son 17e 33 Physionomica. Qui vivra verra, qui a bu boira, che sera sera, etc. Nomadi che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiaroscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza ed i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò. Dalle città nell'attesa del risveglio. I viandanti vanno in cerca di ospitalità nei villaggi assolati e nei bassi fondi dell'immensità e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverai. Fuori città, alla fine della strada. C'était Franco Battiato et son famoso violono italiano. Pour Louis Berriot, secrétaire général des programmes d'Antenne 2, c'est Upside Down, en tout cas c'est hot. Louis Berriot, bonsoir. Bonsoir. Sacré Paul chez Orban. Alors c'est très marrant ce bouquin parce que quand on lit la 4e de couverture, quand on commence le livre, tout ça, ça a un ton un peu Prévert, Bord-de-Marne, Marcel Aimé, Gentillet. Quand on lit la 4e de couverture, pareil. Et puis quand on rentre dans le livre, on s'aperçoit que ça traite d'un problème grave, que ça traite de l'euthanasie. Alors pourquoi cette discrétion au niveau du titre? Pourquoi cette discrétion au niveau de la 4e de couverture? Et pourquoi en avoir fait une histoire, un roman? Pourquoi pas avoir fait un essai finalement?
D'abord, ça ne traite pas complètement de l'euthanasie, ça en parle. Ça en parle, mais sérieusement quand même. Ça parle surtout du sens de la vie au moment où on arrive à la retraite et qu'on a envie de savoir ce que vont être les dernières années. Et ce que veut dire le livre, c'est que si on vit bien sa vie, on vit bien sa mort. Tu prônes un nouveau droit de l'homme, qui est le droit de finir en beauté, et tu dis qu'à partir du moment où on étouffe une vie dans l'œuf quand on se fait avorter, ou quand on accepte l'avortement, il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas la même chose. Disons, c'est beaucoup plus grave d'interrompre la vie au départ que de l'interrompre à la fin. Parce qu'à la fin, elle a vécu. Tandis qu'au début, alors je sais bien que ça pose des problèmes, mais c'est des problèmes sociaux, c'est pas des problèmes moraux. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'à la fin de la vie, c'est grave de poser cette question-là, alors qu'on ne se la pose pas pour le début de la vie, ça me paraît paradoxal. Et ce que je veux dire, c'est que nous qui sommes des Gaulois d'origine, enfin je présume que t'en es. Moi je suis Gaulois du Sud, comme enfin. Faut pas oublier que les Gaulois, c'était des gens qui n'hésitaient pas à se donner la mort, et notamment quand l'honneur était en jeu. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je ne prêche pas le suicide, mais ce que je veux dire, c'est que la vraie dignité d'un homme, ça serait comme l'Indien qui dit « bon, ma vie est finie », il monte sur la montagne. Little Big Man, ouais. Voilà. Ouais. Et il s'endort pour l'éternité. Car il sait qu'après, sa vie sera plus riche que celle qu'il a vécue sur le sol de ses ancêtres. Alors Louis, est-ce que tu as entendu parler de l'interview Up and Down? Upside down, boy, you turn me inside out. Qu'est-ce que tu préfères en Antenne 2? L'avenue Montaigne. Ben voilà, c'est une réponse. Ça, c'est génial, comme endroit. Ce que tu détestes, c'est pas loin de chez toi. Ce que tu détestes en Antenne 2? L'avenue Montaigne. Ah non, tu vas faire la même réponse. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que l'endroit est formidable. Ouais. Mais alors l'immeuble ressemble à un hôpital. Quelle est la meilleure idée que tu as eue depuis que tu es en Antenne 2? C'est difficile à dire. Parce que j'aurais l'air de me vanter, comme on dit. Hein. J'aime bien le Téléthon. C'est pas une idée de moi, mais c'est moi qui l'ai promu. Ben voilà. J'aime bien le drapeau de blanc. C'est pas une idée de moi, mais c'est moi qui ai eu l'idée de faire... faire le journal à 19h30, c'est pas une mauvaise idée, ça, par exemple? C'est une idée risquée. Hein. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise idée. Ben, au moins, Antenne 2 aura un programme en face de la roue de la fortune. Oui, et puis en plus, on donnera aux Français une soirée plus agréable. C'est-à-dire que si tu fais le journal à 19h30, à 20h, tu peux mettre le film. Ben voilà. Et puis à 22h, tu peux mettre Ardisson. Eh ben voilà. Au lieu de le mettre trop tard. Alors maintenant, quelle est la plus mauvaise idée? Oui, mais cela dit, ça dérangerait les Français, donc il faut le faire avec délicatesse, si on le fait un jour. Quelle est la plus mauvaise idée que tu as eue depuis que tu es en Antenne 2? C'est vraiment des questions cons, ça, parce que... Ben, c'est pas des questions cons, c'est une interview up and down. Ouais. La plus mauvaise idée que j'ai eue... La plus mauvaise que tu as eue depuis que tu es en Antenne 2. Mais vraiment un truc que tu t'es dit quand même, le jour où j'ai eu cette idée, il me fait me casser le temps. C'est d'accepter d'être secrétaire général. C'est pas les sitcoms à 19h30, t'es sûr? Non, là, pourquoi tu me dis ça? Ben, je te dis ça, je sais pas, moi je t'interviewe, je te pose des questions. Si tu veux que je réponde à cette question, ça va être long. Bah, essaye de me le faire court. Je vais te dire. Ouais. Bon. Tu connais Marc et Sophie? Marc et Sophie, bien sûr, je connais. C'est sur la chaîne concurrente. C'est nul. Ouais. À côté de nos sitcoms, c'est grandiose. Ouais. Et Marc et Sophie, ça marche très bien. Alors que nos sitcoms ne marchent pas bien. Pour une raison très simple, c'est que les programmes qui sont avant et qui ne dépendent pas de nous, qui sont les actualités régionales, les Français ont pris l'habitude d'aller les voir sur FR3 et plus chez nous. Si bien que quand arrivent les sitcoms, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont devant leur poste. Ce que tu préfères dans la vie, c'est quoi? Ah, je vais te dire, tu vas pas me croire. Si, c'est les moutons? C'est aller chez moi dans la campagne, je pense couper du bois, construire ma bergerie, mes bâtiments, travailler avec mes mains, et puis le reste du temps, écrire. Et puis le reste de la semaine, aller à la télé. Ce que tu détestes le plus dans la vie? Le truc qui te fait le plus chier, qui te gonfle le plus. Tu te dis, c'est pas possible que je fasse ça. C'est quoi? La bagnole. Ce que tu préfères en toi? En moi? En toi, Louis Berriot, ce que tu préfères, ce qui te semble être le plus préférable? Je crois que j'aime la vie. Ouais. Et je m'aime bien parce que j'aime la vie. T'as pas l'air malheureux, Marc. Ah non, jamais. Non. Est-ce que tu sais pas ce que c'est? Ça, c'est un privilège formidable. Ce que tu détestes en toi? Mon outrecuidance. Il m'arrive de penser qu'il y en a qui sont cons. Ça, c'est l'outrecuidance. C'est tableau, c'est du pèse. Interview pinceau. Alors Miguel Barcelo, tu as 31 ans et tu es devenu en quelques années une des plus grosses cotes de la peinture internationale. Tu
es bien plus important que la Movidad, mais tu fais partie d'une génération d'Espagnols, enfin de peintres espagnols qui ont dépassé l'après-franquisme, c'est-à-dire que tu n'es plus enfermé dans Miro, dans le nationalisme catalan, dans le repli sur soi. C'est-à-dire tu vas beaucoup plus loin que ça. J'espère, oui, mais quand même, Miro, tout ça, c'est des peintres extrêmement importants pour moi. Miro aussi habitait justement à Majorque. Ouais. Il y avait de place pour plusieurs personnes. Espérons-le. Alors, tu as eu de la chance parce que ta mère était peintre. Et quand tu étais tout petit, on t'a mis un pinceau dans les mains très très jeune. Et tu dis, j'ai su très jeune qui était Cézanne. Je crois que c'était une forme de me garder tranquille dans un coin. Ouais, c'est une façon de te faire rester tranquille. Oui, c'est quelque chose aussi à Majorque, quand j'étais petit. Il y avait beaucoup de peintres au plein air, comme ça, Jean Ramonet, qui sortaient dimanche, il y avait des tableaux comme ça. C'était très naturel, alors c'était pas vraiment trop étrange de prendre des pinceaux. Quand même, j'ai eu une sorte de familiarité avec les moyens de traitement. Je crois que c'est très important aussi de savoir déjà qu'est-ce que c'est de peinture sur des saletés, n'est-ce pas? Alors, ta première exposition, c'était à Palma. Oui. Et alors, tu avais pris des petites boîtes dans lesquelles tu avais enfermé de la peinture et puis des matières organiques. C'est des vraies natures mortes, ça. Mais comment ça t'est venu, cette idée, quand même? Parce que c'est bizarre quand on a... Bon. Quel âge tu avais quand tu as fait ça? 17 ans. À 17 ans, tu faisais ça? C'est-à-dire, j'avais commencé à mêler la peinture avec des matériaux organiques pour faire un peu ce genre de dégradation, n'est-ce pas? Les tableaux de musée qui sont un peu... pour provoquer une sorte de vieillissement de la peinture. Alors je vais mélanger de la viande hachée, des choses comme ça. Et puis j'ai fait une série de autres portraits, presque qu'avec de la viande et de matériaux organiques, qui pourrissaient. C'était enfermé avec un verre. Vraie nature morte, là, pour le coup. Oui, c'était des autres portraits qui... Alors je vieillissais à une vitesse infinie, comme ça. En 3 jours, j'ai passé d'avoir 17 ans d'en avoir 115, comme ça. Alors bon, j'observais ça, puis malheureusement... Et puis j'ai fait une carte du monde, c'était Mappamundi. Mappamundi. Ouais. Et c'était un mouvement continental comme ça. Ah oui, la dérive des continents. Oui, bien sûr. C'était fait avec de la viande sur une grande planche bleue. Alors évidemment, ça bougeait un peu dans tous les sens. Alors, puis, à la fin, l'Amérique, c'était en Afrique. Tu as beaucoup voyagé, un peu comme les étudiants du Moyen-Âge, c'est-à-dire que quand tu lisais Pessoa, tu partais à Lisbonne, quand tu voulais étudier Caravage, tu partais à Naples, ensuite tu es venu à Paris pendant de longues années pour étudier le Louvre. Pas tellement pour ça, je suis allé à Naples et puis j'ai trouvé Caravage. Oui. Mais bon, il faut justifier que j'étais à Naples. Enfin, c'est plutôt comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, tu rentres du Mali, qu'est-ce que tu allais faire au Mali? J'étais à Paris pendant 4 ou 5 ans, puis j'étais à New York. Et j'en avais un peu marre de tous ces sortes de circuits. Pour un moment, les galeries, tout ça, ça t'énervait? Non, pas les galeries, je vois très peu mes galeries, ils sont très gentils. C'est Castelli, il faut le dire quand même. C'est Castelli à New York, c'est Lambert à Paris, c'est pas les plus mauvais en plus. Oui, c'est Bischoff Bellier en Suisse. Oui. Ça aussi, ils sont très, très charmants. C'est pas énervé pour ça, mais j'ai un peu l'impression que c'est toujours ça tournait dans le même sens. C'est-à-dire qu'on faisait chaque année des expos dans quelques points importants en Occident, c'est toujours le même. On finit vite. Ça t'a énervé, ça? J'avais un peu envie d'autres choses. Moi, j'avais vu quelques livres d'anthropologie comme ça, et puis... Tu es parti au Mali, mais la peinture, elle sèche vite au Mali quand même. Comment tu faisais? Si, j'ai dû trouver une sorte de technique un peu spéciale pour travailler d'une autre façon. Aussi parce que les tableaux énormes comme ça dans de petites maisons de Mali, c'était presque... Je sais pas, je me sentais pas capable de faire de ces énormes tableaux là-dedans, alors j'ai réduit le format, j'ai trouvé une façon un peu... Chaque tableau toujours va vécu au lieu où on le fabrique, n'est-ce pas? Tu as été influencé par qui? Justement pour tout un peu pour le grand baroque, Velázquez. Velázquez, c'est vraiment un grand-père. C'est lui qui t'a le plus influencé? Non, mais je regarde toujours beaucoup ça, maintenant. Au Caravage, vraiment, c'est quelque chose de très important. La peinture française, j'ai regardé beaucoup cette tradition qui va de Poussin, Chardin, Manet, Courbet. Oui. Tu es copié beaucoup? Il paraît, mais je ne fais pas trop attention. C'est tes galeristes qui te disent ça? J'apprends de temps en temps, c'est même pas trop amusant. Ça te prend combien de temps pour peindre un tableau? Dernièrement, assez beaucoup. C'est-à-dire? Depuis entre juillet et décembre, j'ai dû faire 10 tableaux et j'en ai détruit presque la moitié, alors ça fait 5. C'est pas beaucoup. Tu écoutes quoi quand tu peins? Pardon? Tu écoutes quelle musique quand tu peins? Je peux écouter n'importe quoi parce que j'ai... Parce que tu n'écoutes pas? J'ai mis la radio et puis j'ai oublié. Ah, tu mets la radio? C'est-à-dire tu écoutes n'importe quoi?
T'écoutes pas spécialement un groupe ou une musique ou... Non, après, quand je fais pas la peinture, j'écoute spécialement certaines choses, mais pas quand je fais la peinture. S'il devait rester de toi une définition dans le dictionnaire de la peinture, tu voudrais que ça soit quoi? En une ligne. C'est dur. Artiste peintre. C'est tout. Je crois que oui, c'est plutôt drôle comme ça, comme Picasso. Ça sert à quoi la peinture? La peinture, ça sert à passer le temps. Puis ça doit, peut-être aux autres, ça sert peut-être à sentir mieux. Mais je crois que simplement c'est une sorte de forme de passer le temps. En couve de rock et folk avec Dao ce mois-ci, Lazzaro. Ex-instit, ex-folkeux, devenu chef de Boucherie Production, François Hadji Lazzaro d'Izarbi et son poteau qui est là, Riton Mitsuko, vous interprète Pigalle, Georges Ulmer version carnivore, on adore. Exclu Lulu. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour humains, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours, qui faut donner le succès du jour. Là, c'est l'athlète en maillot qui soulève des poissons. Kilo, hôtel meublé discrètement éclairé, on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Il croise des visages comme un coup sensationnel. On y parle des langages comme à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitans aux yeux malins, glissent dans les mains, Pigalle. Clochard, carnot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens, chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrot, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y'a qu'un seul, Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrot, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour humains, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui redonne les succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève des poissons. Kilo, hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Girls et mannequins, gitans aux yeux malins, qui se dans les mains, Pigalle. Clochard, carnot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrot, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde n'est qu'un seul, Pigalle. Bonsoir. Voici à Rudy Rock, le monsieur cinéma du rock'n'roll avec François Hadji Lazzaro et Riton Mitsuko, tous les deux de Boucherie Production. C'est un spécial Boucherie Production ce soir. Ça veut dire que, quel que soit le candidat qui gagne, Boucherie Production aura gagné, t'es d'accord? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, Boucherie Production, c'est quoi? C'est les garçons bouchers d'abord? Oui, c'est les garçons bouchers, c'est Los Carayos, c'est la Mano Negra, c'est Pigalle. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ton vrai nom, François Hadji Lazzaro? Non, mon vrai nom, c'est François Zarbi. Ah, d'accord. Ben justement, alors on va commencer avec toi. On va commencer avec les pseudos. Quel est le vrai nom, enfin, quel est le nom qu'a pris le garçon qui s'appelait Reginald Dwight? C'était pas le gardien de but de l'équipe de Manchester dans la Coupe du Monde. Il est dans le football, si ça peut t'avancer. C'est un chanteur anglais qui adore le ballon. Elton John. Ouais. À toi maintenant. Le garçon qui s'appelait Declan Patrick McManus. Il se fait appeler comment? Ah, je sais. Aucune idée. Mais si, Ouais, Fastoche. Il a pris le nom d'une superstar du rock et il a pris son nom de famille. Il a choisi un comique américain. Hubert Félix Lalanne. Non, des années 50, c'est... Elvis Costello. Ouais. Ben, tu vois, alors ton surnom c'est Zarbi même. Bon, alors on va prendre qui on a appelé les Glimmer Twins. Les Glimmer Twins. C'est deux grands guitaristes qui ont fait un groupe qui a eu un succès incroyable. C'est trop facile. Les Glimmer Twins, c'est qui? Ça n'a pas rapport avec les Rolling Stones? Ouais, ça a rapport avec les Rolling Stones. Alors?
Attends, c'est facile maintenant que tu sais que c'est les Rolling Stones. C'est pas les Berruriers Noirs? Non, c'est les Rolling Stones, mais c'est lesquels chez les Stones? Ah, c'est Keith Richards et... Et ben voilà, on l'applaudit. Bon alors, Riton, c'est à toi maintenant. On est toujours dans les surnoms. Quel est celui qu'on appelait Mr. Dynamite? Aucune idée. Oh, tu le sais toi, François? Mais oui. C'est qui? C'est pas James Bond. Mais ouais. Oh là là. Ah ben dis donc. On comprend pourquoi c'est lui le chef hein, quand on le voit, Riton. Ouais, c'est des vieilleries tout ça. Ah bah c'est des vieilleries, il existe toujours, même s'il est en tôle, hein. Qui est en tôle? Bah James Bond. Enfin François. Bon alors maintenant on va faire la rue. Alors on va faire la rue, je vais te dire une chanson, tu vas me dire quels étaient les interprètes. Alors Dead End Street, 1900, c'est la fin des 60. La fin des 60? Ouais. Pour moi. Les Kings? Ouais. Oh là 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 là. Mais dis donc, mais t'es très fort. Ouais, j'ai fait des études. À toi Riton, 461, je te le fais en français, Ocean Boulevard. Grand guitariste devant l'éternel. Le plus grand. Allez, l'autre qui souffle. Vite, vite, Ah, vite. c'est pour aller chez les dédicaces, Vite, c'est la sortie. vite. Allez, réponds. Vladivostok? Non. Mais c'est Clapton. Oh là 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 là. Mais dis donc, il serait venu tout seul, ce serait pareil, hein. Bon, alors à toi maintenant, François. Les chansons qui ont été censurées, parce que c'est toujours un peu limite quand même, les chansons qui ont été censurées. Quel est le sujet? La chanson de Frankie Goes to Hollywood qui s'appelle Relax a été censurée pour quelle raison, à ton avis? Monsieur? Ah bah vas-y. Pour homosexualité. Bravo mon petit. Tu prends la sienne, tu prends la sienne. La chanson A Day in the Life des Beatles a eu des problèmes avec la censure. Pour quelle raison? Monsieur? Ouais? Pour lesbianisme. Non. Ah, ça, je sais pas. Bah pour la drogue, A Day in the Life, François. Ils prenaient de la drogue, ces gens-là? Bah, je sais pas s'ils en prenaient, mais la chanson évoquait le problème en tous les cas. Tu savais pas? Donc, t'as vu, tu montes doucement là. Bon, on va faire les prisons maintenant. Pour toi, une chanson d'Elvis en 58 qui parle de prison. J'ai la drogue. Ah bah voilà. Une chanson d'Hallyday en 64 qui parle de prison aussi. Le pénitencier. Oh là 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 là. Bon, maintenant on fait les super tacteurs. Alors ça c'est vraiment le plus difficile. T'es prêt François? Ouais. Bon, les mecs qui ont fait qu'un succès dans leur vie. Baby Come Back 1967. Les Beatles. Nah. Mais quoi? Equal, c'est ça, ouais. Ouais. Il travaille avec toi, j'espère. Ah oui, c'est mon associé direct. Ah, c'est ton associé. Bah, il est pas mal. Alors à toi maintenant, Fire 1968. Arthur Brown. Oh là là, mais c'est lui qui fait la ouais. Bon, allez, tiens. On les applaudit. Day Clubbing Sylvain Bergère, dimanche après-midi gay au Palace avec Mauro Ferrucci. Numéro 1 au top 50 des DJ Spaghetti. C'est à Parigi qu'il retrouve ses tifosi de Kiki. Au passage, saluons la nouvelle formule de Starfix. Pour Starfix, une idée fixe, faire un bon magazine de cinéma. Si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention, c'est un conseil de Pierre Desproges. Nouvel An chinois à la Mutu, organisé par les Viettes à Paris, l'Amicale, et Sud-Est Asie, le journal. 1988, année du dragon, tout est bon. 1989, année du serpent, c'est moins craquant. Chaque année, la fête du Tête, c'est le grand balayage de printemps. Chasse aux fantômes, avec des pétards, on les comprend. On passe aux news. Dimanche 19 février, Gregory Isaacs, concert reggae à l'Élysée-Montmartre. Lundi 20 janvier, Kitaro, le pape japonais du New Age, au TLP de Jazé en plein changement de lune. Bon courage, mesdames, messieurs. Toujours à l'Élysée-Montmartre, lundi 20, les Wailers. Kool and the Gang à Bercy, lundi 20. L'hiver à Paris vous ennuie, parez au plus chaud, larguez-vous en plein Pacifique sur l'île d'Iti.
Forêt tropicale, lagon turquoise, E.T., c'est extraterrestre. Vous n'avez pas assez froid, courez au Groenland, direction Angmasalik. 11 jours de traîneau et 10 nuits sous la tente. Si la neige vous hante. Est-ce que vous savez que c'est en 1969 que le cinéaste nigérien Umaru Ganda réalise Kabaskabo? On aurait un peu trop tendance à l'oublier, heureusement il y a des proches pour nous le rappeler. Soirée acide aux étoiles, Cyril Gordigiani rempile le samedi soir. Allez-y tout de suite, la vie est bien trop courte pour s'endormir triste. Ne sombrez pas dans le cocooning, sautez dans le night clubbing. C'était Lunettes Noires pour Nuit Blanche, le magazine pas comme les autres, qui zappe tout seul, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.